Très bien, tout le monde. Comme je le disais, Anthony Albanese est le pire Premier ministre de l'histoire de l'Australie. Et parmi ses nombreuses erreurs, la plus récente est qu'il met en péril notre alliance avec les États-Unis. Donc, il a quelque chose à dire à ce sujet. Mais cela dit, je veux être juste dans ma critique. Donc je pense qu'il gère très bien la crise pétrolière actuelle en ce qui concerne l'Australie. Je pense que nous ne serons pas à sec au moins jusqu'en mai. Donc il a réussi à diriger le navire, pour ainsi dire, sans jeu de mots, hors des eaux dangereuses. Donc il s'en est bien sorti sur ce point. Il aurait pu faire mieux, mais tu sais quoi? C'est déjà pas mal, surtout après le Covid. Il est au pouvoir depuis 2023 ou 2022, je crois. Donc il aurait pu faire mieux. On aurait dû tirer des leçons de la catastrophe du Covid. On devrait être autosuffisant ou avoir plus de pétrole dans nos réserves. Mais bon, d'accord. Mais parlons de la question la plus urgente. On lui a demandé quel rôle il a joué dans la mise en danger de notre alliance avec les États-Unis. Et comme vous le savez, Donald Trump a critiqué l'Australie au moins à 3 reprises, affirmant que l'Australie ne nous avait pas aidés. Vous savez qui d'autre ne nous a pas aidés? L'Australie non plus. Je ne dis pas que notre alliance était finie, mais il aurait pu mieux faire. Peut-être que je me trompe et qu'Anthony Albanese s'en est bien sorti. Seul le temps le dira. Écoutons-le. Donald Trump dit qu'il prévoit maintenant un blocus du détroit d'Ormuz. Nous comprenons que cela doit avoir lieu à partir de minuit chez nous, ce soir. Vous réveillez-vous le matin en prenant votre téléphone et en vous demandant qu'a encore fait le président. Non, je me réveille le matin et il y a généralement un changement dans la situation au Moyen-Orient. Et ce que je veux voir, c'est me réveiller le matin et constater que la paix s'est installée de façon permanente, que nous avons une désescalade, que nous avons mis fin aux pertes civiles, nous avons mis fin à... Il n'y a pas tant de pertes civiles que ça grâce au président Trump, qui était le président le plus humain de l'histoire. Cette île, Finn Long Island, j'oublie toujours son nom. Il y a 140 000 personnes qui y vivent, et c'est de là que provient la plupart des attaques contre les navires passant par le détroit d'Ormuz. Raser cette île, je ne dis pas de le faire, mais il en est capable. Bien sûr, beaucoup de civils mourront, mais au moins la menace sera neutralisée et l'économie mondiale pourra repartir. Il pourrait le faire, mais il ne le fait pas. Il donne une vraie chance à la paix. Il supplie littéralement les Iraniens d'agir de façon rationnelle, d'arrêter leur tentative d'acquérir une arme nucléaire et de cesser de prendre le monde en otage. Les alliés de l'Australie, tels que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ne sont pas satisfaits. Ils ne veulent pas que la paix s'installe maintenant, car cela donnerait au régime islamique un avantage inacceptable dans cette guerre. Ils ont compris qu'ils peuvent désormais prendre en otage toute l'économie mondiale. Ils peuvent bloquer le détroit d'Ormuz et intimider leurs pays voisins. Et personne ne peut rien y faire. Désolé, nous ne pouvons pas accepter cela. Trump ne peut pas accepter cela. Même si Trump souhaite sortir de cette guerre, il ne peut pas partir comme ça. Et dans cet esprit, il aurait été bienvenu de donner un petit coup de main aux États-Unis. Parce que nous avons la chance que le pays le plus puissant du monde soit de notre côté, ou que nous puissions être de leur côté grâce à nos valeurs communes et donc à nos intérêts communs. Mais écoutez, je comprends, d'accord? Je comprends. Chaque pays doit veiller à ses propres intérêts. Nous devons veiller à nos propres intérêts. Mais nous sommes tellement loin de la portée de l'IRDC que c'était le moment idéal pour faire nos preuves. Maintenant, nous avons l'air faibles. Perte d'infrastructures civiles et surtout, le détroit d'Ormuz va bientôt être ouvert à la liberté de navigation. C'est ce que je veux voir et c'est ce que les Australiens veulent voir. Et c'est aussi ce que veulent voir les citoyens du monde parce que ce conflit mondial de l'autre côté de la planète a un impact ici et il a un impact partout dans le monde. Monsieur Trump affirme beaucoup de choses, mais il a aussi dit ce matin que plusieurs pays aideraient au blocus. L'Australie a-t-elle été sollicitée? On ne nous a pas demandé d'aider. Ce que nous avons fait, c'est continuer à apporter notre soutien. J'ai prolongé la période de service de notre avion Wedgetail au Moyen-Orient. Cela apporte un soutien défensif, en particulier aux Émirats arabes unis et aux pays du Golfe, des pays qui ne participent pas à la guerre, mais qui en ont été victimes à la suite des attaques non provoquées de l'Iran.
Et bien sûr, il y a de nombreux citoyens australiens, en particulier aux Émirats arabes unis, à Dubaï et à Abu Dhabi, environ 20 000. Et donc, nous avons vraiment intérêt à fournir ce soutien défensif à nos amis là-bas. Une critique que j'ai à l'égard du président Trump, c'est qu'il n'a pas explicitement demandé à l'Australie, car Anthony Albanese a répété à plusieurs reprises que nous n'avons pas été sollicités. Je sais que Tony Abbott a dit, et je pense aussi, que nous aurions dû nous porter volontaires. D'accord. Mais cela aurait signifié que l'Iran nous aurait déclaré la guerre, et cela aurait eu des conséquences vraiment à long terme. Mais nous ne recevons pas de pétrole directement par le détroit d'Ormuz. Nous importons notre pétrole raffiné de Singapour et du Japon et leur exportons du gaz naturel. Et c'est ainsi qu'Anthony Albanese nous a intelligemment sortis de cette crise imminente du carburant. Car Albanese a dit à Singapour et au Japon que nous sommes un partenaire fiable. Nous vous fournissons du gaz régulièrement, de manière fiable. Vous n'avez jamais à vous en soucier. Nos voies maritimes sont toujours ouvertes entre Singapour, le Japon et notre pays. Vous devriez donc faire de même. Cela nous a donné un grand levier, c'est pourquoi nous sommes en sécurité. Donc cela signifie que l'Iran n'a aucune influence sur nous. Je sais que les gardiens de la révolution pourraient tendre à dire que le pétrole saoudien n'ira pas au Japon ou à Singapour, car ces pays fournissent notamment du pétrole à l'Australie, qui nous a déclaré la guerre. Maintenant, c'est une possibilité que le Premier ministre aurait pu envisager et il aurait dit « D'accord, nous devons gérer cela avec prudence. Si les États-Unis ne nous demandent pas d'aide directe, alors peut-être que nous pourrons dire que vous ne l'avez pas demandé. » Donc vous savez quoi, pour être juste, je pense qu'Albanese aurait pu gérer cela de manière beaucoup plus intelligente que ce que je pensais au départ. D'accord Albanese, mais tu restes le pire Premier ministre d'Australie car tu détruis le pays en le submergeant de migrants du tiers-monde. Nous avons fait ce que les Émirats arabes unis nous ont demandé. Penses-tu qu'un blocus va servir à quelque chose? Eh bien, je veux voir la reprise des pourparlers de paix. Nous voulons voir la fin de ce conflit. Cela a un impact dévastateur sur l'économie mondiale. Et plus cela dure, plus l'impact sera important et plus les conséquences se feront sentir longtemps. Il y a aussi un autre argument à cela. Le monde finira par se redresser. Je sais que cet argument est très populaire, que plus ce conflit dure, plus les retombées seront importantes, plus la crise sera grande. Et comme il l'a dit, plus les conséquences se feront sentir longtemps. Mais il y a aussi un autre argument à cela, c'est que les États-Unis augmentent constamment leur production de pétrole. Et c'est le meilleur pétrole. C'est du pétrole brut léger, peu soufré. Apparemment, c'est le plus facile à raffiner. Et les États-Unis en produisent encore plus. Donc actuellement, il y a un déficit de 20% dans l'approvisionnement mondial en pétrole. Si nous pouvons réduire cet écart avec le temps, alors les prix du pétrole reviendront à la normale. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais à mesure que d'autres pays augmentent leur production de pétrole au fil du temps, disons 1 an ou 2, alors nous n'aurions plus du tout besoin de dépendre du détroit d'Ormuz. C'est une autre conséquence à long terme. En attendant, je sais que nous devrons surmonter bien des épreuves, mais il y a aussi un autre aspect à cet argument. Donc, nous voulons voir la fin du conflit. Nous l'avons clairement dit depuis un moment. Vous voyagez à nouveau à l'étranger pour essayer de sécuriser notre approvisionnement en carburant. Si le blocus continue et que les discussions tardent à reprendre, craignez-vous que chaque pays de notre région agisse seul en retenant ses ressources naturelles comme le pétrole ou le gaz? Eh bien, nous avons obtenu un accord de Singapour selon lequel les échanges bilatéraux se poursuivront entre l'Australie et Singapour. Singapour fournit environ 25% de notre carburant raffiné. Nous fournissons environ 32% des besoins en GNL de Singapour. Donc nous avons un levier énorme. Nous pouvons même augmenter nos importations depuis Singapour. Brunei est également un partenaire important. Ils fournissent environ 9% de notre diesel. Ils sont aussi un fournisseur majeur d'engrais, ce qui pose également problème, bien sûr, à cause de ce conflit. Et la Malaisie est le 3e plus grand fournisseur de carburant pour l'Australie. Ce sont donc des pays importants. Je vais rencontrer le sultan de Brunei et le premier ministre Amway Ibrahim de Malaisie. J'ai de très bonnes relations avec eux deux et nous avons de bonnes relations entre nos pays. L'investissement, franchement, que nous avons fait pour renforcer nos relations avec les pays de l'ASEAN au cours des 4 dernières années
C'est pourquoi vous travaillez avec des partenaires de notre région. Et l'un des thèmes qui ressort ici, c'est que les gens reconnaissent que nous devons travailler ensemble en cette période difficile. Cela pourrait être une bonne réponse. Comme je l'ai dit, je l'ai déjà admiré. Il fait du bon travail pour éviter que cette crise du carburant dégénère. Mais cela ne l'excuse pas de ne pas délivrer de nouveaux permis pour exploiter notre propre pétrole. Et aussi, j'ai appris récemment que 97% de notre pétrole produit dans le pays ne va pas à nos propres raffineries. Il part à Singapour. Ce n'est pas uniquement sa faute, toute l'idéologie climatique est en cause. Je ne vous donnerai pas ma position définitive car je n'en ai pas. Je comprends que d'un côté, nous devons faire attention à notre empreinte, mais en même temps, nous devons être responsables. Nous n'avons pas trouvé de solution viable. Ce n'est pas une solution que d'arrêter d'extraire notre propre pétrole. Nous allons fermer nos propres raffineries de pétrole pour minimiser l'empreinte carbone, puis confier cela à quelqu'un d'autre pour qu'il rejette le dioxyde de carbone dans l'environnement. Ça n'a aucun sens. Donc, même s'il a peut-être réussi à sortir le navire des eaux dangereuses, ce n'est toujours pas une solution à long terme. Nous avons fermé nos propres raffineries de pétrole. Il y a plusieurs raisons, dont le fait que le gouvernement a estimé qu'il était plus simple et moins cher d'acheter le produit fini à d'autres pays. Nous avons négligé nos raffineries de pétrole, sans les moderniser depuis leur construction après la Seconde Guerre mondiale. Donc elles avaient besoin de beaucoup de modernisation. Mais nous n'avons rien fait de tout cela parce que nous avons trouvé une solution moins chère, et maintenant nous sommes vulnérables. Nous avons tout un fichu continent. Nous avons un pays de la taille des États-Unis d'Amérique, riche en ressources. Et pourtant, nous en sommes réduits à mendier du pétrole auprès d'autres pays. Avant de vous laisser partir, Monsieur le Premier ministre, nous avons demandé à nos téléspectateurs ce matin quelles étaient les différentes façons dont ils économisent du carburant. Il y a beaucoup d'opinions différentes à ce sujet. Cependant, certains remettent en question l'intérêt de votre nouvelle campagne publicitaire à 20 millions de dollars qui vient d'être lancée en disant que les conseils qu'elle donne sont tout simplement une évidence. Est-ce un bon usage des fonds publics? Pourquoi l'avoir fait? En effet, cela met en avant notre plan en 4 points. Nous sommes maintenant au niveau 2, élaboré avec les États et territoires, ce qui permet de maintenir l'économie. Fournir au public des informations. J'ai effectivement parlé à quelqu'un hier soir ici à Canberra qui sortait et qui n'était pas au courant. Par exemple, enlever les barres de toit de votre voiture va réduire le poids et diminuer la consommation de carburant. C'est bon pour économiser du carburant. Devinez quoi? Ça fait aussi économiser de l'argent. C'est quelque chose à laquelle il n'avait pas pensé. Donc, ces mesures pratiques, chaque petit geste compte et fait une différence. Et cette campagne est modeste, mais il est également important que nous transmettions directement aux gens des informations sur les 4 niveaux auxquels nous sommes confrontés. La vérité, c'est que l'une des choses qui s'est produite au début de ce conflit, c'est qu'il y a eu, dans certains cas, plus qu'un doublement de la demande alors que ce n'était pas nécessaire. Donc cela montre qu'il y avait de la désinformation qui circulait. Des gens remplissaient des jerrycans, les mettaient à l'arrière de leurs utilitaires et faisaient le plein de leur voiture. Ce comportement non seulement n'a pas aidé la situation, mais il pouvait aussi être très dangereux de remplir son garage. C'est un peu différent de remplir son garage de carburant plutôt que de papier toilette, comme on l'a vu pendant la pandémie de COVID. Ces maisons sont de vraies bombes à retardement. Pandémie. Donc, ces informations pratiques sont vraiment importantes pour les gens. Donc c'était la fin de l'entretien, je crois. Maintenant, encore une fois, je vais critiquer mon propre camp pour l'avoir critiqué injustement. En résumé, ils affirment que leurs lignes d'approvisionnement en carburant sont sécurisées et que les stations-service ne seront pas à sec. Mais d'un autre côté, vous dites aux gens de faire attention à leur consommation de carburant. Oui, ce n'est pas une critique juste parce que si les gens pensent qu'il va y avoir une pénurie, alors ils vont commencer à faire le plein. Comme nous l'avons vu, les gens rationnèrent l'essence. Donc cela crée une spirale descendante et cela aggrave en fait ce problème. Et deuxièmement, en tant que Premier ministre, tu ne peux jamais dire « Oh les gars, au fait, on va être à sec dans 3 semaines ». Ça va provoquer la panique. Donc aucun Premier ministre ne peut dire ça. Et je me disais que peut-être dans ces circonstances, tu peux même mentir. Je pense que tu dois mentir. Mais ces politiciens sont malins.
C'est pour ça qu'ils sont là-bas et que nous sommes ici. Ils ne mentent pas explicitement, mais ils ont l'art de manipuler les faits. Comme il l'a parfaitement dit, il a dit que si les gens commencent à rationner le carburant, cela va provoquer une pénurie, qui n'aurait pas eu lieu s'ils avaient tout continué à acheter de l'essence normalement. Donc je ne sais pas. Je suppose que je ne l'ai pas beaucoup critiqué dans cette vidéo. Eh bien, je ne sais pas. Peut-être que je pense que c'est la seule vidéo dans laquelle je vais faire l'éloge ou dans laquelle je ne vais pas être aussi dur avec Anthony Albanese que dans mes autres vidéos, parce que oui, c'était la menace la plus immédiate, mais ce n'est pas la plus grande menace. Mais l'Australie est confrontée à une menace plus grave, un effondrement démographique et sociétal, comme en Europe. Comme nous le voyons au Royaume-Uni, presque chaque jour, ces vidéos de quasi-anarchie nous viennent du Royaume-Uni presque tous les jours maintenant. Cela va arriver en Australie et Anthony Albanese ne fait rien à ce sujet. En fait, il aggrave même ce problème. Il le rend encore pire.